Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur Culture, Médias, Algérie. Aujourd'hui, j'aborde un sujet sensible et passionnant. C'est ce supposé conflit identitaire qui est une fabrication artificielle. Depuis des années, alors que l'on aurait pu croire à l'effacement progressif des postures identitaires étriquées, certaines personnes agissantes continuent d'agiter sur les réseaux sociaux un clivage linguistique artificiel prétendument structurant et des postures identitaires statiques traversées par les jeux de l'idéologie. Je développe en profondeur le sujet dans mon ouvrage L'Algérie, culture et identité, disponible sur Amazon. Or, il n'existe pas réellement d'arabophones ou de francophones. Ce sont des catégories artificielles. Tous les locuteurs partent du même lieu, d'un élément commun, la langue et la culture parentale ou maternelle. C'est ce socle qui fonde l'identité première et non une opposition entre alphabet ou idiome. Cette fausse opposition est donc artificielle, découlant de simples intérêts politiques, économiques ou idéologiques. La langue d'usage scolaire, quelle qu'elle soit, fonctionne toujours avec une distance par rapport au corps, à la dimension personnelle ou intime. Elle conserve une distance avec soi car elle est institutionnelle, normative, codifiée, imposée. Ce n'est pas propre aux langues utilisées en Algérie, mais à toutes les langues de la terre. Les identités, elles, sont intimement plus complexes. Les mots, artificiels et arbitraires, peuvent engendrer des conflits lorsqu'ils tentent de figer des identités, qui sont en réalité des lieux d'articulation de plusieurs rencontres, de cultures et de traces. On parle souvent de métissage, d'hybridité. Donc, toute culture est le lieu d'hybridation, de traces, de rencontres. L'identité est mouvement, hybridité, métissage, jamais une naissance immobile. Nous vivons pourtant une époque où de nombreuses personnes maîtrisent plusieurs langues, où la circulation des savoirs dépasse désormais les frontières, surtout avec ce qui se passe dans le monde, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec l'intelligence artificielle, avec la numérisation des espaces sociaux et culturels. Ce qu'il faudrait encourager, c'est plutôt la connaissance des langues, non pas le remplacement de langues dites coloniales par d'autres qui ne le seraient plus, dès lors qu'elles appartiennent à d'autres espaces. Ce n'est pas la langue qui fait le développement d'un pays, mais le travail et la connaissance. Mais certaines voix cherchent encore à opposer les langues au lieu de les considérer comme des espaces de communication, des lieux du désir, du savoir, de la création, ce qui revient sans cesse
chez ceux qui cherchent à s'imposer sur le terrain culturel. C'est la fabrication d'un antagonisme artificiel. Les langues deviennent des ennemis au lieu de rester de simples outils de dialogue. Gramsci avait parlé d'hégémonie culturelle. C'est ce que nous constatons d'ailleurs dans les travaux des extrêmes droites européennes qui usent des mêmes schèmes. L'histoire, quant à elle, se transforme en une matière à réécriture, une adaptation au jeu politique où les faits sont remodelés selon les intérêts du moment. Le discours historique disparaît, remplacé par une vision idéologisée, saturée de stéréotypes, d'anathèmes et de réductions simplistes, excluant toute rigueur méthodologique, toute neutralité axiologique. On a même parlé d'une sorte de benbadisation, si vous voulez, du 1er novembre. Je ne rejette nullement l'héritage positif de Ben Badis, mais le déclenchement de la guerre de libération a été fait par des personnes et par une structure bien connue, le FLN, qui est, qu'on le veuille ou non, l'héritier de l'ENA, PPA, MTLD. L'histoire devient un prétexte pour recomposer un récit politique, une adaptation au gré des intérêts idéologiques du moment. Un discours qui n'a plus rien de scientifique, mais qui est plein de stéréotypes, de slogans et d'anathèmes, comme si l'histoire devait être un bloc immobile, alors qu'elle est un chantier ouvert fait d'interprétations, de croisements, de contradictions. C'est précisément ce que dénonçait Gramsci dans sa réflexion sur l'hégémonie culturelle. Ceux qui contrôlent le récit contrôlent la pensée collective. On oublie l'essentiel, le travail, le développement, la construction de l'avenir. À la place, on entretient des polémiques sans fin, sans jamais chercher à avancer vers un projet collectif viable. Ce qui alimente cette dérive, c'est l'absence de débat public sérieux, le déficit d'expression et une perception du pays par des tribus identitaires réduites à un affrontement stérile entre groupes, usant de slogans et d'anathèmes, sans jamais prendre de la hauteur, sans penser dans la globalité et dans la complexité, sans regarder le monde autrement qu'à travers une grille manichéenne. Un débat rigoureux et documenté finirait par évacuer toutes ces polémiques stériles du champ public, tout en étant encadré par le droit. L'histoire supposée de l'opposition entre guillemets arabophones et francophones entre guillemets relève d'une construction artificielle. Tout territoire est pluriel, traversé par des discours contradictoires, des dynamiques hybrides. Tout peuple est en transformation constante, nourri par des influences multiples. L'identité n'est pas une essence immobile, mais une trajectoire mouvante, un mélange, une sédimentation, une réinvention permanente. Comme le rappelle Claude Lévi-Strauss, l'identité ne se révèle jamais comme une donnée simple, elle est faite d'emprunts, d'échanges et d'interactions. C'est bien là le véritable enjeu, non pas un combat entre langues, mais une question de projet politique
et idéologique. Cette dichotomie entre guillemets, entre arabophones et francophones, entre guillemets, telle qu'elle est posée aujourd'hui par certains groupes identitaires, n'a aucun fondement réel. La question n'est pas la langue, mais la pensée qui l'habite. La pensée, donc, c'est le contenu que le locuteur lui investit. C'est quel contenu porte cette langue entre le romancier, littérature, pensée critique, engagement, voilà le véritable enjeu. Entre le romancier égyptien Jamel Ritani, qui écrit en arabe, et Boualem Sansal, qui écrit en français, le choix n'est pas linguistique, mais relève du projet intellectuel. Je me reconnais beaucoup plus dans Jamel Ritani, pas dans Boualem Sansal. Les véritables divergences ne sont pas linguistiques, mais culturelles et idéologiques. De même, Saadallah Ounous, le Syrien, auteur dramatique syrien très connu, et Sanallah Ibrahim, romancier égyptien connu, sont bien plus proches de Katib Yassin, Tahar Wattar, Makhlouf Amer et Abdelkader Alloula que d'autres auteurs écrivant en arabe ou français, que ce soit en Algérie, en Égypte ou en Syrie. Le militant et homme de théâtre Chebah El-Mekki, qui écrivait de très beaux textes dramatiques en langue arabe, avait été torturé par Ben Ghana, lequel transmettait ses rapports aux autorités coloniales en arabe. Tous les deux écrivaient des textes en arabe. C'est pas la langue arabe ou la langue française ou la langue italienne qui est réactionnaire, entre guillemets, ou féodale ou coloniale. Mais c'est celui qui l'utilise. Et comment il l'utilise? Et là, chez Mekki, qui est un très grand auteur dramatique, que j'aime énormément, que j'apprécie énormément, et qui a milité pour l'Algérie indépendante, écrit en arabe, mais écrit donc avec un engagement qui n'est pas celui de Bengana. Bengana qui a pris fait et cause en écrivant en arabe lui aussi, pour la colonisation, comme d'autres qui écrivent en français, ou en italien ou en espagnol. Le problème donc ne se pose pas en termes linguistiques. Comme quoi ce n'est pas une question de langue, mais de position politique et morale des individus. Ce sont toujours les figures les moins rigoureuses qui instrumentalisent la question linguistique et identitaire, qui tentent d'opposer les langues et les cultures au lieu de bâtir un espace de complémentarité. C'est un petit peu comme l'histoire. Quand j'entends des gens opposer Ben à Karim ou Karim euh, à Boudiaf ou autre, moi, 012, je dis, tous sont des héros, ils ont tous, même si chacun a son point de vue, mais ils ont tous participé à la guerre de libération et ont contribué justement à l'indépendance du pays. Donc, il faudrait qu'on comprenne, c'est au lieu d'opposer les uns aux autres, c'est de dire que tous ces gens-là sont des héros dans la mesure où, quelle que soit leur divergence possible, mais ils avaient tous un but, un objectif, l'indépendance du pays. Ce qu'écrivait, que ce soit Kefi ou d'autres, ou Montauban ou autres, dans leur mémoire. Ou ce que, donc, ou ce que faisait concrètement l'armée rouge ou autre, c'est-à-dire l'indépendance. Donc, la même chose pour la littérature, c'est-à-dire il faudrait, pour la littérature, la linguistique, les langues, etc., il faudrait qu'il y ait cette rencontre entre
les uns et les autres, les uns et les autres, la rencontre des uns et des autres. Comme le rappelle Taïb Tezini, les véritables fractures sont culturelles, politiques et économiques, pas linguistiques. Il y a des plumes médiocres en français, comme en arabe ou en tamazight, et d'autres brillantes dans toutes les langues. Un écrivain n'est pas un produit de son alphabet, mais un passeur d'idées, un faiseur de monde. Ce sont les textes, l'analyse qui font l'écrivain ou l'universitaire, pas des déclarations militantes ou des sorties médiatiques. J'aime beaucoup Vallès, je préfère Vallès aussi pour des raisons, je les dirais, idéologiques à Zola. Et Jules Vallès a été marginalisé parce qu'il a pris fait et cause pour la Commune de Paris donc de 1871. Je me suis toujours méfié des sorties médiatiques d'écrivains ou d'universitaires parce que j'apprécie les écrits de journalistes comme Abdelali El-Zaghi, Ghulam Ramdani, Mohamed Ben Chikou, Salimat Lemsani, Hamid Abdelkader, Saïd Khatibi, Mohamed Bouazdia. Je m'en fous de la langue qu'ils utilisent. L'essentiel, le journalisme, il faut l'information, la quête de l'information. C'est ça le plus important. Ce n'est pas la langue, c'est de m'apporter l'information. Mais je trouve d'autres plumes médiocres, qu'elles soient francophones ou arabophones, entre guillemets. C'est ma lecture, mon point de vue. De même, j'admire Lotfi Khouli, qui écrit en arabe, Taïb Tezini, qui écrit lui aussi en arabe, Gabriel Garcia Marquez, Pierre Bourdieu, Albert Londres, Noam Chomsky, Katib Yassine, mais je n'ai aucun goût pour Jean-Pierre El-Kabbach, par exemple, ou certains chroniqueurs algériens et étrangers en arabe, en français, en tamazight ou en d'autres langues. L'écrivain égyptien Sonallah Ibrahim, ainsi que les penseurs Lotfi Khouli et Mahmoud Amin El-Alem, me disaient ne pas comprendre cette obsession qu'ont certains Algériens à opposer français et arabe, alors que les langues devraient être complémentaires. Quelqu'un comme Jean-Paul Sartre, qui a soutenu l'indépendance de l'Algérie, écrivait en français, et d'autres aussi français écrivaient en français, alors qu'ils avaient d'autres auteurs, d'autres écrivains, mais qui étaient contre l'indépendance de l'Algérie. Donc, les deux défendaient des idées tout à fait différentes par rapport à l'indépendance de l'Algérie. Prenons par exemple, donc, comme je l'ai dit, Sartre et Camus, donc différents, des entités différentes. Opposer les langues ou considérer l'identité comme une revanche, c'est construire une impasse. C'est fabriquer une identité statique, alors que l'identité est mouvement. Et c'est pour ça que elle est mouvement. Elle est le lieu d'articulation de l'unité nationale. La langue n'appartient pas à un État ou à un groupe, elle est le bien de celui qui l'utilise. Un outil de création, jamais une barrière. Ce débat ne pourra être tranché tant que l'espace public ne sera pas un véritable lieu de débat, que ce soit dans la presse, dans les réseaux sociaux, l'université ou les espaces culturels. Mais cela exige un projet culturel inclusif, une réelle liberté d'expression. L'identité n'est pas un état figé, elle est une dynamique
un tissage d'histoire, une réinvention continue. Comme l'a écrit Édouard Glissant, l'identité n'est pas une racine unique, mais un rhizome multiple. Alors, cessant d'agiter des dichotomies artificielles, pensant en hybridité, acceptant l'inévitable métissage et donnant enfin à la pensée et à la culture l'espace qu'elle mérite. C'est ainsi que nous pouvons construire, que nous pouvons défendre cette unité nationale qui a été courageusement défendue par ceux qui nous ont permis d'acquérir notre indépendance. Ce supposé conflit identitaire présenté comme une opposition entre arabophones et francophones n'est qu'une construction idéologique, une fabrication artificielle. Les langues ne sont pas des ennemis, mais des passerelles, ne sont pas des murs, mais des ponts. Elles ne sont pas des armes, mais des outils de création et de dialogue. Ce qui compte, ce n'est pas l'alphabet, mais la pensée qui l'habite, que je suis censé lui insuffler. Je suis le maître de la langue. La langue de Truman Palotti n'est pas celle de Britannie, ni celle de Katib Yassine. Celle de Katib Yassine n'est pas celle de Sansal. Ce sont deux mondes tout à fait différents, antagoniques. Mais la langue est lieu et enjeu de lutte. C'est pour cette raison que je dis que notre Palotti, sa langue, n'est nullement celle de Britannie. Ce qui importe, ce n'est pas la langue d'écriture, mais le projet intellectuel et culturel qu'elle porte. L'histoire nous montre que les plus grandes œuvres sont nées de la rencontre, du métissage, de l'hybridité. L'identité est toujours plurielle, toujours mouvante, toujours en devenir. Il faut savoir ceci, c'est extrêmement important, que tout conflit identitaire n'est finalement qu'une fabrication artificielle. C'est extrêmement important de le savoir. L'identité n'est pas une racine unique, mais un rhizome multiple. Opposer les langues, les cultures, c'est construire une impasse. Dans cette unité nationale, il y a plusieurs cultures. C'est tout à fait normal, comme dans toutes les sociétés. Il faudrait qu'on dialogue, que chacun de nous, justement, arrive à respecter l'autre, le point de vue de l'autre. Les véritables enjeux sont politiques, culturels et économiques. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas une guerre des alphabets, mais un projet collectif, une pensée critique et une culture vivante. Une belle rencontre entre nous tous.
avec nos différences. Chacun de nous est singulier, c'est ainsi que nous sommes nés différents, mais différents dans une grande unité. Et c'est ça le paradoxe, le beau paradoxe. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur culture, médias, Algérie. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de laisser vos impressions en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle rencontre avec les cultures, les mémoires. Si vous voulez, il faut qu'on ait ce désir de culture, ce désir de dialogue, de rencontre entre nous, de sourire. C'est très important. Et merci beaucoup de votre attention. À bientôt, chers amis. À bientôt.